à toutes et tous. On se retrouve donc ici dans le centre de documentation de culture commune, la scène nationale du bassin minier, pour une nouvelle rencontre avec les éditions Ça et Là, maison d'édition qui fête ses 15 ans et qui est une maison d'édition spécialisée bande dessinée, avec laquelle nous avons pris habitude de travailler. Voilà, un anniversaire que l'on fête en présence de Serge, l'éditeur en chef et fondateur, Zdenka Stimac, Florence Issask et Kirsi Kinnunen qui sont en Zoom avec nous. Et on va essayer d'échanger ensemble sur différentes thématiques qui nous lient autour de la traduction. Mais avant de parler directement de traduction, parlons peut-être de l'histoire de Ça et Là. Ça et Là fête ses 15 ans. Comment cette maison est née? C'est une maison que j'ai créée parce que j'avais envie de publier des bandes dessinées, de faire que ça. Je viens du dessin animé et j'ai choisi de me consacrer à la bande dessinée étrangère. C'est pour ça qu'on fait un panel, une discussion spécifique sur la traduction, parce que l'envie que j'avais, c'était de proposer aux lecteurs, aux lectrices français, qu'ils soient passionnés de bande dessinée ou néophytes, des bandes dessinées du domaine étranger. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et donc on fait ça depuis 15 ans. Donc on a publié maintenant 180 titres de 80 auteurs et autrices de 25 nationalités différentes. C'est vrai qu'on voit à la fin la Norvège, la Suède, l'Espagne, la Pologne, les États-Unis, l'Iran, l'Équateur, Royaume-Uni, Thaïlande, Russie, Croatie et bien d'autres encore. C'est assez impressionnant parce qu'on parle souvent de la bande dessinée franco-belge. On découvre tout à coup qu'il peut y avoir une BD australienne. Comment tu vois justement ce monde de la BD en dehors de la France et de la Belgique? C'est vrai qu'on a la chance en France d'être dans le pays, un des plus grands pays de la bande dessinée historiquement par la production, parce qu'il y a tout le pan de la bande dessinée franco-belge. Et on a aussi la chance d'être un pays où il y a énormément de maisons d'édition, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs et lectrices de bande dessinée. Et du coup, ça permet de faire découvrir, justement, parce qu'on a un lectorat, parce qu'on a un tissu de librairie, de maisons d'édition hyper active, hyper dynamique et une curiosité, ça permet de faire découvrir autre chose que du franco-belge ou que du manga japonais ou que du comics de super-héros américain. Donc, il y a un champ qui est énorme, qui est le reste de la bande dessinée du monde entier, en fait. Il n'y a qu'en France on trouve cette diversité-là. C'est-à-dire qu'au Japon, il n'y a quasiment que du manga. Aux États-Unis, il y a beaucoup de comics américains. Il y a du manga, un tout petit peu de franco-belge, et puis c'est tout. Il n'y a qu'en France où on a de tout. Et on peut proposer ça. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse, c'est une vraie opportunité. Et c'est pour ça que des maisons d'édition comme ça et là peuvent exister en France. Et moi, ça m'intéressait vraiment de pouvoir proposer ça, de faire découvrir des auteurs, des autrices, et de même faire découvrir des pays qu'on ne connaît pas pour la bande dessinée. On a édité un Polonais, un Thaïlandais, une Indonésienne, ou le livre dont on va parler tout à l'heure qui a été traduit par Zdenka, qui est un livre slovène. C'est des pays, même si historiquement, ils ont fait pas mal de bandes dessinées, qu'on connaît peu encore, parce qu'ils ont été relativement peu traduits en France. Et ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça, de faire découvrir ces auteurs-là, ces autrices et ces pays. Oui, il y a un vrai engagement aussi dans cette découverte de ces auteurs inconnus. Oui. Et alors, on a souvent l'image de l'éditeur quand on a une image de l'éditeur, souvent qu'on mélange avec l'imprimeur, mais bon, voilà. Une fois qu'on sait ce que fait un éditeur, on a souvent l'image de l'éditeur qui travaille avec son auteur sur les textes ou avec son dessinateur, qui travaille sur les formes. Souvent, on se dit qu'un éditeur qui se spécialise en langue étrangère, il va au service des droits internationaux et puis il achète des contrats, il achète des sessions. Est-ce que c'est uniquement ton travail avec ces auteurs? Non, enfin, d'une part, je pense que c'est pas aussi simple que ça de le faire, même quand on fait que de l'achat de droits. C'est-à-dire qu'en littérature, il y a des maisons d'édition hyper prestigieuses et tout à fait recommandables qui font que de la littérature du domaine étranger ou des collections de domaine étranger. Et il y a un vrai travail de défrichage, d'aller trouver les textes qui sont intéressants. Il y a le travail à faire sur la traduction, on va en parler. Enfin, il y a tout, et en bande dessinée, en plus, il y a tout le travail du lettrage qui est très spécifique aussi à la bande dessinée. Mais au-delà de ça, donc, déjà, je pense que c'est un travail intéressant qui, moi, m'intéressait de faire. Et par ailleurs, il se trouve qu'au niveau de ça et là, maintenant, on est en amont avec les auteurs, parce qu'on a une politique d'auteur. Comme tu disais, ça fait 15 ans qu'on existe. Donc, sur les 80 auteurs et autrices dont je parlais, il y en a beaucoup qui continuent à faire des livres avec lesquels on continue à travailler. Et en fait, je m'engage en amont avec eux. Donc, sur les 11 livres qu'on va publier cette année, il y en a 5 ou 6 que j'ai signés avant même qu'ils soient terminés, voire avant même qu'ils soient finis. Et d'ailleurs, il y en a même qui sont des créations originales pour les éditions CELA, c'est-à-dire qu'on se retrouve en amont à faire de la création avec des auteurs ou des autrices et à faire ce travail d'accompagnement dont tu parles
qui est aussi intéressant pour moi que l'est le travail d'acquisition des droits. Hein. Je ne passe pas le travail d'éditeur, accompagnateur de l'auteur au moment de sa création plus haut que l'éditeur qui va choisir tel ou tel texte. C'est juste différent et moi, ça m'intéresse de faire les deux, ce qu'on fait maintenant. Alors, maintenant, je me tourne vers les traductrices en Zoom. Comment vous avez croisé la route de ça et là? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Serge qui vous a contacté et qui vous a commandé des traductions? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers lui? Voilà, comment les choses se créent entre traductrice et éditeur? Je sais pas qui veut commencer. Moi, je peux commencer et dire que c'est Serge qui est venu vers moi, ce qui est assez rare pour une traductrice de slovène, en fait. Déjà, le slovène est une langue extrêmement rare et on a beaucoup de mal à trouver des éditeurs. Donc là, c'est extraordinaire. Un éditeur qui vient vers vous pour vous demander de traduire, en plus une BD. Voilà, c'était pour moi du jamais vu. Moi, oui. Vas-y, Garcia. Je me souviens même plus quand est-ce qu'on a travaillé la première fois avec Serge. Alors, on a travaillé, ça fait longtemps, Kirsi. Parce que le premier livre qu'on a publié, que tu as traduit, c'est Papa est un peu fatigué de Villarenta. Et donc, c'est un des premiers livres qui a été publié par les éditions Saïla. C'est un livre qu'on a publié en 2006. Tu vois. 2006, oui. Oui. Donc, en fait, moi, je fais un travail un peu particulier. Je ne fais pas seulement des traductions. Je ne suis pas seulement traductrice, mais je fais aussi le travail d'agent, en fait. Je n'ai pas beaucoup de contrats avec les auteurs, donc je dis toujours que je fais plutôt la promotion de la bande dessinée en France. Donc, je vais voir beaucoup les éditeurs, surtout à Angoulême, mais aussi pendant l'année. Je présente des ouvrages de BD finlandais. Je fais une sorte de présélection pour chaque auteur, chaque éditeur, et puis après, je m'approche de ces éditeurs et je propose les achats de droits, justement. Et après, après je fais la traduction, si possible, de livres dont l'éditeur a acquis les droits pour la France. Donc voilà, j'ai fait, je ne sais pas combien de bouquins déjà pour Serge. Oui, pardon. Tu as traduit tous les livres de Villarenta, donc ça fait déjà 5 titres, et puis La Grâce, donc on a dû faire 7 ensemble. Ouais. Oui, c'est ça. Et Florence? Voilà, quant à moi, je ne suis pas non plus traductrice à plein temps. Je travaille à l'université en Suède, dans le nord de la Suède. Il se trouve que je suis un peu copine avec une des autrices que Serge a publiées, Anneli Furmark. Et je pense que c'est par son intermédiaire donc, que je suis entrée en contact avec Serge parce qu'elle avait été traduite précédemment par quelqu'un d'autre qui ne pouvait plus traduire. Anneli savait que j'adorais la traduction, que je faisais de la traduction à mes moments perdus, et puis donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis de fil en aiguille, donc là j'en suis à mon 3e auteur, et j'ai suivi Anneli dans toute sa production, voilà. Anneli a traduit les livres de Hilding aussi. Voilà, Hilding Sandgren. Les 2 livres qu'on a publiés d'une jeune auteure-autrice suédoise. Alors, tout à l'heure, Kirsi disait on est agent aussi, agente des auteurs-autrices. Est-ce que ça vous arrive de porter des projets directement, du coup, à l'éditeur? Alors, que ce soit Saïla d'ailleurs ou un autre éditeur. Est-ce que vous êtes vous-même créatrice, on va dire, de titres traduits? Moi, mon rêve, ça serait justement que les auteurs finlandais et les autrices finlandaises pourraient faire des créations originales directement pour les éditeurs français. Ça, c'est vraiment mon rêve, mais j'en parle depuis longtemps, mais ça, c'est quelque chose qui se met en place quand même assez lentement et un peu même difficilement parce que c'est loin et il y a des différences linguistiques, justement. Donc, comment présenter les projets qui sont quelque chose qui est encore en stade d'un projet en Finlande, comment le présenter bien pour les éditeurs français. Il faudrait faire venir l'auteur ici et que ça colle avec Angoulême où les auteurs viennent naturellement ou plus naturellement.
c'est pas toujours le cas, ça tombe pas forcément à ce moment-là où le projet est en train d'être créé. Mais ce que j'ai fait, par contre, c'est j'ai fait venir 2 fois déjà des éditeurs français en Finlande. Donc, on a fait 2 jours de rencontres avec les auteurs. Et donc, l'éditeur était là. Il y a eu une fois, il y a eu Casterman et puis Actes Sud BD. Donc, Thomas Gabizon et oh merde. Benoît Mouchard, non? Ça y est, comment? Benoît Mouchard de Casterman. Donc, donc là, j'ai organisé les rendez-vous de 20 minutes, rencontres de 20-30 minutes où les auteurs ont pu présenter leur projet aux éditeurs. Et ça, c'était vraiment génial. Donc là, il n'y a pas eu de suite directe, mais comme ça a permis aux éditeurs de connaître vraiment bien la traduction, enfin la production finlandaise. Mais à Angoulême aussi, il y a souvent des présentations de BD nordiques. On y a participé, Kirsi, il y a 2 ans. Hein. Donc, nordique, finlandaise et puis norvégienne, suédoise. Donc, parce que les instituts respectifs des différents pays, en Suède, enfin, l'Institut suédois de Paris a fait un effort il y a 2 ans pour promouvoir toute la littérature suédoise. Donc, ils ont une page d'accueil où les traducteurs eux-mêmes vont présenter des livres aux éditeurs potentiels. Donc, ça, c'est un projet continu. On envoie des contributions quand on veut. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans la fabrication, dans la traduction elle-même. Parce que là, on a vu un peu le rôle d'agent ou d'agente que vous avez, d'intermédiaire en tout cas, entre les artistes et les éditeurs qui sont eux-mêmes parfois un peu artistes. Voilà, la question, c'est la question de la traduction elle-même. Comment on traduit des bandes dessinées, donc des créations originales, qui, surtout dans les catalogues de ça et là, qui traduisent aussi la vie quotidienne, des habitudes ou des morceaux, des moments voilà, que traversent certains personnages dans des pays comme ceux que vous traduisez vous, et qui sont peut-être des pays moins connus en France que la Belgique, l'Espagne ou l'Angleterre. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin que les simples éléments du dialogue et d'essayer d'expliquer justement ces pays, parce que c'est aussi une manière pour le public français et belge, bonjour le chat, de rentrer dans des pays, des habitudes. Donc voilà, comment se place le traducteur par rapport à ça, par rapport à toute cette culture que vous apportez aussi à travers une création. Est-ce que voilà, c'est une question un peu vaste? Disons qu'au départ, c'est le texte qui porte tout ça, en fait. Donc, à la fois à travers la langue et à travers tout ce qui est l'arrière-plan historique, culturel, etc. Donc, à nous, au moment de la traduction, de pouvoir faire en sorte que ça passe auprès d'un public qui ne connaît pas justement cette histoire, cette culture. Donc, voilà, c'est toute la difficulté. Après, il y a différents niveaux. Il y a, donc, comme j'ai déjà dit, à la fois la langue. Donc, il y a plein de petites choses dans la langue qui sont pas forcément traduisibles, mais qu'il faut adapter sans essayer de dénaturer, en essayant plutôt de ne pas dénaturer. Alors, je m'étais noté quelques petites choses. Donc là, moi, je vais prendre l'exemple particulier puisque, en fait, c'est ma première BD. Hein, donc, je suis tout à fait novice. Donc, j'ai découvert toute la difficulté de la chose. Donc, mes 2 collègues, là, elles sont déjà plus aguerries que moi. Donc, moi, je me suis dit, comme c'était ma première BD, fastoche, d'habitude, je traduis du roman ou comment dire, de la poésie. Je me suis dit fastoche et tout, c'est du langage parlé et tout. En fait, pas fastoche du tout.
Et donc, en fait, on retrouve là dans la BD toutes les difficultés qu'on retrouve dans la traduction des autres ouvrages, en fait. Donc, dans cette BD-là en particulier, effectivement, donc, il y avait un gros arrière-plan historique et culturel, puisque ça se passe à l'époque communiste, donc en ex-Yougoslavie. Donc, c'est l'histoire donc d'une jeunesse dans les années 80, et puis après, ça se décline dans les décennies suivantes, et c'est l'évolution d'un personnage. Et donc, c'est toute l'histoire de l'ex-Yougoslavie qui transparaît à travers cette histoire, avec une spécificité sur la Slovénie. Donc, moi, par exemple, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le langage des jeunes dans les pays de l'Est, on va dire, qui étaient un peu coupés, même si la Yougoslavie, c'est pas tout à fait, faisait pas partie tout à fait du bloc de l'Est, et était moins coupée de l'Occident que les autres pays du bloc. Et donc, il y a quand même des spécificités. Donc, un langage jeune qui paraît hyper branché là-bas, ça va être ringard pour nous, quoi, en fait. Donc, il faut essayer de rendre cette spécificité sans que ça soit ringard, parce que pour eux, ça ne l'était pas, quoi. Voilà. Bon, il y a ce genre de petites difficultés. Il y avait, par exemple, les diminutifs qui, pour un Slovène, sont très évidents sur un prénom, etc. Donc, ça, on avait travaillé aussi avec l'éditeur qui m'a beaucoup aidé parce que lui, il connaît toutes ces difficultés, etc. Donc, il a un regard aussi un petit peu extérieur. Voilà, donc il y avait ce genre de choses. Bon, après, ce livre contient aussi beaucoup de chansons, des chansons punk. Donc, il s'agissait de rendre à la fois la rime, le rythme, et puis aussi le langage, voilà, très spécifique, un peu hard parfois. Voilà. Donc, en gros, après, il y a les difficultés techniques. Ce qu'on fait dans un autre livre où on met des notes de bas de page n'est pas forcément facile à faire dans une BD. Donc, il faut essayer de le faire à travers le texte, tout en sachant qu'il y a des bulles dans lesquelles il faut rentrer. Voilà, donc j'ai découvert en fait tout ça. Donc, on a fait un petit peu de... il y avait aussi comme spécificité que, par exemple, en ex-Yougoslavie, les langues étaient très mélangées, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir du macédonien, du serbo-croate, du slovène, ce qui, pour un lecteur slovène, est absolument compréhensible. Il n'y a pas besoin de traduire, quoi. Donc là, il fallait faire passer en français le fait qu'on était à l'armée, où l'adjudant était macédonien et qui parlait voilà, en macédonien. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, mais qu'on est parvenu à faire un petit peu, enfin Serge peut-être pourra dire mieux, un petit peu par des notes de bas de page et aussi en modifiant un petit peu le texte. Je m'arrête parce que je parle beaucoup. Mais... Voilà, quel défi! Ta première BD avec oui. complexité. Waouh! Et vous, Kirsi, justement, sur cette complexité, comment traduire une bande dessinée qui finalement nous fait rentrer dans une culture pas forcément connue. Voilà, j'imagine que vous avez rencontré les mêmes difficultés ou les mêmes aventures que Zdenka. Oui, c'est comme disait Zdenka, c'est que il y a c'est le texte qui porte l'étrangeté ou l'explication. Donc, c'est pas à nous les traducteurs comment dire, de changer ça, enfin de modifier. Donc, il faut faire confiance à ce que l'histoire elle-même soit suffisamment claire pour que le lecteur comprenne. Donc, c'est plutôt les difficultés sont plutôt c'est dans les détails des différences culturelles plutôt que le contexte ou l'histoire. C'est-à-dire, bon, on a déjà quand même, il y a l'avantage d'avoir l'image. Donc, l'image raconte ce que le texte ne raconte peut-être pas. Donc, il faut faire confiance à la capacité du lecteur de lire l'image et le texte. Et aussi, moi, je trouve, enfin, ce que j'ai toujours personnellement adoré dans la lecture des œuvres, des ouvrages étrangers, c'est justement cette étrangeté. Donc, il ne faut pas trop expliquer. Il faut que ça fasse appel à la curiosité du lecteur et puis qu'il y a des mots ou des concepts qu'on ne comprend pas forcément tout de suite.
pas tant mieux presque. C'est pas le rôle de la traduction de tout expliciter si c'est pas explicité, enfin si c'est pas évident tout de suite dans le texte d'origine non plus forcément. Mais je pensais à ces détails qu'il faut soigner quand même et où il faut modifier un peu. Par exemple, c'est qu'en finnois, on utilise, quand on s'adresse aux autres, on n'utilise quasiment jamais le prénom de l'autre. Donc, on ne dit pas Serge, qu'est-ce que tu penses de ça? On dit juste qu'est-ce que tu penses de ça? Et on n'utilise jamais le mot, des mots, comment dire, ni des diminutifs, ni des trucs chéri, mon chou, mon bébé, ou quelque chose comme ça. Et si on ne rajoute rien de ce genre dans la traduction, soudain, on ajoute un aspect hyper sec et presque froid à un texte qui n'a pas voulu être comme ça au départ. Donc, moi, je me permets faire ces ajouts de temps en temps, vraiment avec parcimonie, mais de temps en temps, juste pour donner l'impression qu'on est quand même dans un style qui est chaleureux. Donc, voilà, ça me vient à l'esprit là tout de suite. Mais c'est comme vous disiez, au départ, vous avez parlé beaucoup du texte et ça m'étonnait un petit peu parce qu'en fait, effectivement, la différence de la traduction entre un roman et un roman graphique, c'est qu'il y a quand même l'image. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des autrices qui sont peut-être, j'ai envie de dire presque avant tout, des peintres, surtout Anneli. Hein. Anneli, elle est artiste peintre, elle attache beaucoup d'intérêt, d'importance au décor. Donc, les décors parlent d'eux-mêmes. En plus, elle s'intéresse à l'Islande, la Norvège du Nord, etc. Donc, elle nous fait voyager de cette manière. Et puis après, effectivement, il y a les dialogues, il faut en rajouter, il faut en retirer. C'est un équilibre, un exercice d'équilibre, la traduction. Mais moi aussi, je voulais faire des tas de notes en bas de page. Et puis, j'ai souvent envie, par exemple, pour expliquer comment est-ce qu'on vend de l'alcool en Suède, qui est un système un peu compliqué en soi, puisqu'il y a un monopole d'État sur la vente de l'alcool. Donc, je voulais tout expliquer, qu'est-ce que c'était que ça. Mais bon, j'ai juste mis droit à une toute petite note. C'est vrai que c'est des va-et-vient qu'on a entre nous, en fait, au moment où vous m'envoyez la première version de la traduction et on discute. Ce qui est spécifique à la bande dessinée aussi, les arbitrages qu'on doit faire, c'est qu'est-ce qu'on traduit dans le dessin. C'est ça. Il y a les notes, effectivement, est-ce qu'on rajoute des notes? Et il y a aussi la volonté de ne pas alourdir avec plein de notes de bas de page un texte qui n'était pas à l'origine, dans sa version d'origine. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on traduit de l'élément graphique quand un personnage lit un journal, quand un personnage passe devant une devanture, voilà, il y a énormément d'endroits où il y a du texte dans sa version originale. On peut se demander, alors la plupart du temps, moi j'estime que si on peut éviter de le faire, on ne le fait pas, parce que c'est vrai que la notion dont parlait Kirsi est intéressante, l'étrangeté, et puis la localisation, c'est-à-dire que le livre se passe dans un endroit, donc il ne faut pas aller non plus complètement dénaturer et faire comme si ça se passait en France en changeant tout en français. Mais néanmoins, il y a des moments où ça fait du sens et que c'est important quand même pour le lecteur ou la lectrice de comprendre, parce que c'est important de savoir ce qui se dit, parce que ça fait partie de l'histoire. Et donc à ce moment-là, soit on rajoute une petite note sur le côté pour traduire ce qui est dans le document en question, soit on demande à l'auteur ou à l'autrice, ou nous-mêmes, avec un lettreur ou une lettreuse, on refait le dessin pour traduire le morceau de l'article de journal, par exemple, qui est en train de lire le personnage. Donc, du coup, c'est un peu au feeling. C'est vrai qu'on fait des ajustements comme ça qui ne sont pas toujours d'une rigueur intellectuelle totale, mais pour que ça soit le plus fluide aussi pour le lecteur et la lectrice. Et par rapport à ce que vous évoquiez toutes les trois, je pense que ça dépend vraiment aussi du contexte, enfin du livre. C'est vrai que le Alerte rouge qui a été traduit par Zenka, c'est un livre où le contexte historique, politique est hyper important, hyper présent, et que du coup, ça a été quand même effectivement indispensable de rajouter plus de notes que ce qu'on ferait sur la plupart de nos livres, parce qu'on avait besoin que ce livre qui a été à l'origine fait pour les Slovènes des années 90, qui eux avaient évidemment connaissaient leur
propre background. Donc, ce n'est pas le cas des lecteurs et des lectrices françaises. Donc, ça me paraissait pertinent et justifié d'utiliser la mécanique de la note de bas de page. C'est vrai que dans d'autres titres qui relèvent plus de l'affection, de l'autographie, dans le quotidien, je dirais, ce n'est pas forcément indispensable et on peut très bien s'en passer. Ouais. Cela dit, j'ai trouvé justement que les notes de bas de page, alors que c'était un truc qui fait peur quand même à mettre dans une BD, j'ai trouvé que c'était quand même possible aussi de le faire de façon assez discrète. Pourquoi le lecteur de BD n'aurait pas aussi cette richesse d'informations supplémentaires, enfin, qui, comme tu l'as dit, dans ce livre-là particulièrement, il y a tellement de choses, il y a tellement de niveaux de lecture. Moi, j'ai adoré cette BD. Je ne suis pas du tout une lectrice de BD d'habitude. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très riche, quoi. Sélectionné pour le prix patrimoine du Festival d'Angoulême l'année de sa parution, d'ailleurs. Notamment grâce à sa traduction. Merci Serge. Et je voulais dire aussi, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de va-et-vient avec toi, mais il y avait aussi avec l'auteur. Et donc, je dois dire qu'il y a eu un moment donné, puisqu'il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre, quand je dis qu'il y a beaucoup de niveaux, il y a l'histoire, il y a l'humour, il y a aussi l'évolution d'un personnage, sa vie, comment il évolue politiquement, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et donc, il y avait un jeu de mots à un moment donné. Bon, alors, on sait toutes qu'on arrive toujours à s'en sortir plus ou moins, mais là, je séchais, mais totalement. Alors, il y avait une histoire de taupe, puisque le personnage principal s'appelle la taupe, qui se dit Kurt en slovène. Et à un moment donné, il rencontre une fille et tout, et puis elle n'entend pas bien que son surnom, c'est Kurt la taupe, et elle entend Kurt, qui est presque le même mot, mais qui veut dire donc lévrier. Et donc, il y a tout un truc là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais trouver à part taupe, d'autres animaux? Elle dit, ma tante avait un lévrier et tout ça. Bon, bref. Et en fait, l'auteur, c'est là qu'on voit vraiment l'esprit de l'auteur et que c'est tellement agréable de travailler aussi comme ça en échange. C'est qu'il a, par une pirouette, finalement, la fille dit est-ce qu'on peut domestiquer une taupe? Et en fait, c'est un trait d'humour supplémentaire que moi, je n'aurais pas trouvé en remplaçant simplement le lévrier et la taupe, enfin en essayant de trouver quelque chose comme ça. Alors que lui, il a trouvé ce trait-là parce qu'il s'appelle taupe et elle dit est-ce qu'on peut domestiquer une taupe, quoi. Bon, voilà. Donc, il a ajouté un truc et tout. Donc, voilà, c'est ça aussi. C'est pas dans le texte original, mais c'est bien aussi. Oui, je crois que Florence et Kersey aussi ont beaucoup de contacts avec les auteurs ou les autrices des livres et ça me paraît indispensable. Oui, comme je les connais tous, ça va. Même sans les connaître, en Suède, on apprend à les connaître facilement. Je veux dire, ils sont faciles d'accès, ce n'est pas un problème et puis ils veulent qu'on fasse un bon travail, donc ils se laissent apprivoiser. Vraiment, ça permet des fois de repérer des choses qui n'étaient pas claires, même dans la version originale d'ailleurs. Absolument. Vous corrigez Oui, c'est ça, la version originale. Je pense sur presque tous les bouquins qu'on a publiés, il y avait au moins un endroit où on s'est dit, mais en fait, il y a un truc qui ne va pas là. Enfin, c'est vraiment. Et donc, il y avait une petite, l'auteur ou l'autrice concernée qui disait, ah oui, tiens, c'est vrai, on va changer ça. Ça nous arrivait très, très fréquemment. On dit souvent que les traducteurs sont soit sourciers, soit ciblistes, soit ils sont proches de la source du texte original, soit ils sont plus proches du public qui va recevoir le texte. Donc là, de ce que vous dites, c'est effectivement plutôt cibliste comme type de traduction. On est vraiment proche du public qui va recevoir ce texte. Après, avec la difficulté, j'imagine, de traduire… alors, je pense par exemple, en particulier l'anglais, quand on a des formules en 3 mots qu'on veut essayer de traduire en français en 5 lignes, là, le problème en bande dessinée, c'est qu'effectivement, on est quand même coincé dans un phylactère, voilà, et on peut être encore plus coincé quand on doit traduire des onomatopées. J'imagine que là, il y a aussi… je me souviens que tu m'avais transmis 2 versions d'une même bande dessinée d'Andy Watson. Une première version où tout ce qui concernait les boutiques, les onomatopées étaient restés dans la langue originale. Et donc, toi, tu as tout repris pour justement unifier et puis revenir sur une langue que tout le monde peut comprendre. Oui, parce qu'en anglais, les onomatopées sont souvent des verbes, en fait. Donc, alors ça va être intéressant aussi d'en parler. C'est vrai que dans chaque pays,
les auteurs ou les autrices de bande dessinée ont une façon de faire d'écrire les onomatopées. Donc, c'est très, très, très spécifique. Je ne me rappelle plus s'il y a eu des problèmes d'onomatopée sur les livres avec lesquels on a travaillé ensemble. Ça vient, ça vient. C'est en cours. On n'a pas eu de problème pour ni Ville ni pour Emmy. Mais en général, comme moi, je traduis vers une langue qui n'est pas la mienne, donc je fais tout faux, je traduis vers une langue étrangère. Et je me rends compte qu'après, ça fait combien de temps que j'apprends le français, que j'ai commencé à étudier le français, ça fait bientôt 45 ans. Je déteste les onomatopées, traduire les onomatopées. Je déteste ça parce que je n'entends pas avec la même oreille que les Français les sons. J'arrive pas. Quand on me dit, mais je demande à des amis ou à l'éditeur ou à n'importe qui, un Français, je demande, mais comment tu entends ça? Comment on pourrait dire ça en français, cette onomatopée? Et il me le dit. Non, mais non. Comment vous pouvez entendre ça comme ça? C'est horrible. Donc, quand l'éditeur me dit, on va laisser les onomatopées comme ça, je suis Alléluia. Mais moi, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés justement avec les onomatopées, mais je crois qu'il y a certaines sont assez codifiées en fait. Donc moi, je me suis cherché des listes en fait d'onomatopées et j'ai vu que pour la même, on pouvait faire comme ci et comme ça. Donc déjà, j'avais ça. Bon, après, heureusement, il y avait le filtre de Serge derrière. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur. Et puis, ma deuxième difficulté, c'était que une onomatopée, comme toute chose, comme tout texte finalement, est très subjectif. Et j'ai constaté que dans la BD que j'avais donc traduite, il y avait beaucoup de 3M H. Mais ça ne voulait pas forcément dire la même chose. En fait, c'était toujours la même, mais n'ayant pas la même signification en fonction du contexte, quoi. Voilà, donc il m'est arrivé aussi de demander à l'auteur si là c'était plus, je ne sais pas, le doute ou la déception, ou enfin voilà, c'est surtout au niveau du sentiment voilà. Donc oui, c'est pas évident. Bon, après il y avait aussi les boum boum, les choses comme ça qui sonnent pas pareil que clink clink ou voilà. Ding dang dong et tout ça. Enfin bon, ça c'est assez classique, mais. Si je peux dire, juste pour la longueur, enfin la quantité de mots et la longueur de la traduction, et puis l'espace dans la bulle, c'est que la traduction entre le finnois et le français, il y a ce qu'on appelle comment on les appelle, le foisonnement. Donc, il y a si on part du finnois et on arrive au français, il y a le coefficient de foisonnement, ou je ne sais plus comment on le dit, c'est de 1,6. Donc, ça prend 1,6 fois plus de place. La traduction du finnois vers le français prend plus de place que le finnois d'origine, et la place reste le même. C'est parce que le finnois et le suédois ont cette particularité qui sont, enfin surtout le finnois, mais des langues agglutinantes, dites agglutinantes, c'est-à-dire à la place de mettre des prépositions, on les rajoute à la fin, et donc effectivement ça prend plus de place. On fait quoi du coup? On réduit la taille de police de caractère? Non, la contrainte, c'est de penser de façon concise. Enfin, je pense pour le traducteur ou la traductrice, c'est d'essayer déjà d'avoir une contrainte en se disant je vais essayer d'être concis. Et c'est vrai que la périphrase est abolie. Il y a un certain nombre de choses. Tout en restant fluide, tout en restant idiomatique, tout en naturel. Restant naturel, tout en restant bien dans le contexte. C'est mortel. Après, nous, on peut, quand on rentre en phase de lettrage et de pré-presse, je dirais, de la conception de l'adaptation française, on peut nous ajuster. On peut ajuster les choses en réduisant la police de caractère si on utilise une police de caractère, ou si c'est l'auteur ou l'autrice ou une lettreuse qui refait le lettrage, la personne qui va le faire va intégrer le texte dans la bulle en réduisant aussi lui-même la façon dont il aura d'écrire. Donc, on ne respectera pas forcément la taille du texte dans la version d'origine, mais on peut baisser.
je dirais, de 10 ou 15% la taille du texte en français par rapport à sa version d'origine, ce qui permet déjà de faire tenir un petit peu plus de texte. Et si ça ne tient vraiment pas, on peut aussi, avec l'accord de l'auteur ou de l'autrice, agrandir une ou deux bulles. Enfin, si ça et là, on se rend compte qu'il y a des bulles où ça ne tient vraiment pas et on ne peut pas raccourcir, on agrandit un petit peu la bulle. Donc, il y a des petites astuces comme ça qu'on peut utiliser. On essaie d'agrandir la bulle. Ouais. On essaie de le faire le moins possible, mais il y a quand même il y a un petit peu de marge de manœuvre qui nous permet d'ajuster le tir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins facile qu'en roman. En roman, ça ne gêne aucun éditeur ou éditrice de rajouter 20% ou 25% de pages en plus en français par rapport à la version d'origine. La question ne se pose même pas, tandis que nous, la question se pose un peu en permanence. Oui, mais traduire Black et Mortimer, ça va être assez marrant. Ça. Ah oui. Je l'ai fait. J'ai traduit Jacques Martin, Alix. Oui, c'est traduit. Oui, parce que Kirsi traduit dans les deux langues. Traduit de la bande dessinée française en finnois et de la bande dessinée finlandaise en français. Donc, on a traduit du Black et Mortimer. Oui. Et Alix. Ouais. Le trauma. C'est quoi le sens le plus facile? Est-ce que vous avez une langue de prédilection, de traduction, ou c'est indifférent? Non, c'est deux processus tellement différents que quand je traduis vers le finnois, je suis plus seule avec mes choix, et puis quand je traduis vers le français, c'est plus un travail d'équipe en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de besoin de discuter les choix avec les indigènes. Alors, traduire de la BD, c'est donner une grande place au texte oral. C'est souvent des dialogues. Il y a quand même beaucoup de place pour l'oralité. Est-ce que vous passez par l'oralité vous-même lorsque vous traduisez? Est-ce que pour voir si ça rentre bien en bouche, un peu comme le théâtre, est-ce que vous avez un peu cette pratique? Comment ça se passe? Moi, oui, puisque souvent, on a des mots qui sont coupés, il manque la fin ou le début, enfin bref, donc il faut voir quand même comment ça sonne. Je ne sais pas mes collègues. Oui, moi aussi, je parle tout haut, je me le dis tout haut. Moi, non. Est-ce que ça paraît naturel? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, mais pour moi, le rythme est très, très important dans la traduction. C'est vraiment, moi, je traduis toujours pour l'oreille. Donc, c'est le rythme, les sonorités, tout ça. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est mon expérience qui est tellement longue déjà dans la traduction. Moi, j'entends tout dans ma tête. Je n'ai pas besoin de le dire à haute voix. Beaucoup de choses. Moi dans ma tête. Alors, on arrive quasiment au terme de cette rencontre. J'avais envie de vous poser une dernière question. C'est dans quelle langue rêvez-vous? Parce que j'imagine que vous êtes tellement environné de langues différentes qu'à un moment donné, ça va un peu se mélanger. Donc, moi, je rêve principalement en français. Et donc, le rêve est d'autant plus fort qu'il y a des mots étrangers qui se mettent dedans. Voilà. Je veux dire, parfois c'est coloré, on ne sait pas pourquoi et tout ça, mais bon, je rêve en français parce que c'est ma langue principale en fait. Donc voilà, mais de temps en temps, bien sûr, il y a des mots étrangers qui viennent là, ou alors il m'arrive des fois de dire une phrase comme ça en slovène ou en russe, parce que je parle aussi russe, mais sinon c'est le français quand même. Voilà. Je ne sais pas. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite en Suède. Ça doit être un mélange aussi. Mais beaucoup français parce que j'enseigne le français, je traduis en français. Donc j'essaie quand même d'entretenir mon français au maximum. Je regarde du français, j'écoute du français. Plutôt français, je pense. Moi, c'est plutôt une exception si je parle ou si je rêve dans une langue. En fait, moi, j'ai l'impression de rêver plutôt en images et en association d'idées et d'images. Donc, je rêve plutôt en images qu'en langue. Et toi, Serge? Lui, il parle dans 50 langues. Il rêve en 50 langues. Il rêve en slovène, en finnois, en 25 langues, du coup c'est un peu compliqué. Non, mais il y a des langues
c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi. Il y a des langues, et en l'occurrence, les 3 langues dont on parle, là, c'est des langues que je ne maîtrise pas du tout. C'est vrai qu'il y a un côté déjà réconfortant en tant qu'éditeur quand je baragouine un petit peu la langue d'origine, parce que déjà, j'ai un échange qui est un peu plus fourni, je dirais, avec le traducteur et la traductrice. Quand on travaille sur le slovène ou le chinois ou le suédois, j'ai besoin d'avoir une confiance absolue dans le travail des traductrices, enfin, ou des traducteurs, et c'est un espèce c'est un saut à l'élastique avec un gros élastique, hein, je ne risque pas ma vie, mais c'est vrai que j'ai aucun moyen de contrôle, alors que quand on travaille sur des textes anglais ou italiens ou espagnols ou allemands, c'est vrai que j'ai tendance à quand même vérifier, relire un peu, dire est-ce que c'est bien ça? Mais bon, c'est intéressant quand même d'avoir sur des langues très rares, ou comme on a fait de l'hébreu, du thaïlandais, etc. C'est pareil, j'étais obligé d'avoir une confiance absolue. Donc, je pose un maximum de questions quand il y a quelque chose qui m'interroge vraiment, qui m'interpelle, où je me demande s'il n'y a pas même une erreur dans le texte d'origine. Mais après, c'est vrai que c'est aux traducteurs, aux traductrices de faire leur travail, et moi je leur fais confiance, donc puisqu'on continue à travailler ensemble. Ouais, c'est en fait là, il serait intéressant de discuter peut-être un peu plus même sur la façon dont on travaille comment ça se passe le travail entre l'éditeur et le traducteur, parce que toutes les questions qu'on se pose et comment se fait la confiance aussi, et où se situent les doutes, comment naissent les doutes en fait. Par exemple, Serge, si tu lis une traduction qui est faite à partir d'une langue que tu ne parles pas, que tu ne comprends pas, alors si tu as quand même un doute, donc d'où ça vient, ça serait intéressant de savoir si… Oui, je pense que c'est un peu compliqué à formaliser, mais de toute façon, les doutes que j'ai, c'est même les doutes que j'ai en tant que lecteur de la partie graphique de la bande dessinée, c'est quand j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. J'ai l'impression que le lecteur ou la lectrice ne vont pas comprendre l'intention de l'auteur ou l'action ou le dialogue. Et après, la grande question, c'est est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est l'auteur ou l'autrice a intentionnellement voulu que ce soit pas spécialement compréhensible ou est très concis dans sa pensée et que du coup, elle n'a pas envie d'expliciter plus que ça sa pensée ou son geste artistique, je dirais. Et c'est là qu'il faut qu'on a besoin d'en discuter entre nous et souvent avec l'auteur ou l'autrice de vérifier est-ce que tu as voulu qu'on ne sache pas ou est-ce que tu t'en fiches ou est-ce que c'est juste que tu aurais dû le formuler autrement de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Mais c'est vrai que c'est toujours assez enrichissant les échanges qu'on a et on en a toujours, on en a régulièrement sur les livres quand on travaille ensemble. Il y a toujours plein de petites questions où on se dit, mais au fait, pourquoi là je pense là au prochain livre d'Anneli Furmark où il y a toute l'histoire avec ce qui se passe en Suède du Nord ou le nord de la Suède ou la Suède du Nord ou la Norvège, tu sais, il y a un passage je vais sur Wikipédia, je regarde, mais pourquoi? Oui, on a une grande discussion avec Serge sur s'il y avait une différence entre le nord de la Norvège et la Norvège du Nord. Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs comme ça. Dans La Grâce, c'est pareil, quand on a commencé à parler donc La Grâce qui parle qui est autobiographique, l'autrice est finlandaise et qui a une énorme dépression très sévère, a été en HP, était suivie par un psy. Et alors, est-ce que c'était un psychologue, un psychiatre? Et ça a été l'objet de quelques allers-retours parce que les pratiques même ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, bon, là, on revient au contexte culturel qui est différent, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour moi, enfin, en tant qu'éditeur ou en tant que personne d'ailleurs, d'avoir cet échange avec les traducteurs ou les traductrices au moment où on réfléchit à ça. Et on se rend compte qu'il y a des différences, justement. Très bien. On va finir sur cette note-là. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. On souhaite quoi? Longue vie aux éditions Ça et Là, en espérant qu'on aura de nouveaux titres prochains à lire. Alors, peut-être 2-3 titres à venir. Notamment le prochain livre là, que vient de traduire Florence d'Anneli Furmark qui s'appelle Walk Me to the Corner. Non,
Yes, walk me to the corner. C'est pas un titre ni suédois ni français. Non, parce que c'est un extrait d'une chanson de Leonard Cohen. Donc voilà, il y a une raison. Ça fait l'objet d'une discussion aussi, mais il y a une raison qui sortira à la fin de l'année. On a aussi un jeune auteur mexicain. C'est la première bande dessinée d'un auteur mexicain que je vais publier cette année. On a plein de belles choses qu'on va pouvoir faire découvrir cette année et les prochaines, puisque notre programme est rempli jusqu'en septembre 2023. Là. Donc, du coup, voilà. Il y a la perspective. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.